aussi pour la FISAF sur tout ce qui est troubles des apprentissages. Et donc, il vient nous parler aujourd'hui de la dyspraxie. Un sujet méconnu. Et donc, Isabelle, je te laisse la parole. Alors, un sujet extrêmement méconnu. Alors, peut-être que ceux qui sont sur la plateforme, ça vous parle davantage parce que nous, dans les établissements médico-sociaux, en accueillant des troubles 10, cette population, on la croise plus facilement. Mais dans le monde de l'éducation nationale, sur les lieux d'inclusion, très clairement, c'est un trouble c'est un des plus méconnus parmi les troubles 10. Voilà. Vous avez peut-être croisé dans vos accompagnements des enfants qui sont empêchés dans leur gestuelle particulièrement et qui sont incapables de faire d'abord des gestes simples du quotidien et puis qui sont aussi empêchés, on le verra, quand ils accèdent à l'école. Et les premiers apprentissages scolaires vont vite être impactés par ces difficultés. Alors, je vois que vous arrivez tout sur la plateforme. Je vous propose, avant que je commence à rentrer un peu dans les détails, de faire un petit tour des gens qui sont déjà arrivés sur la plateforme, juste pour vous resituer, quelle est au moins votre formation de base, c'est-à-dire est-ce que vous êtes orthophoniste, psychomote, etc., etc. Alors, je vous propose alors, je commence rapidement. Je suis Isabelle Brey, je suis responsable de service au centre Charlotte Blouin à Angers. Et comme vous a dit Daniel, je me suis investie dans les troubles des apprentissages depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années et je suis notamment formatrice à la FISAF sur les troubles des apprentissages, dont la dyspraxie. Je vous propose de faire un tour rapide de salle virtuelle. Allez-y, je vous écoute. Alors, on va dire Linda. Excusez-moi, Linda. Vous m'entendez, Linda? Non. Alors, je vais passer à Emmanuel Deleplace, qui est… non, alors Emmanuel, vous avez toujours votre micro qui est fermé. Les micros. Voilà, là c'est bon. Donc moi je suis journaliste pour Hospi Média et donc je viens m'informer auprès de… Merci Emmanuel. Régine? J'enlève ton petit… voilà. Donc Régine, formatrice à la FISAF, infirmière et orthoptiste. Merci. Clotilde? Alors moi, je suis de formation économie sociale familiale et actuellement, je suis en formation ICAX, option déficience visuelle. Merci. Madame Malcarty, bonjour. Ah, on ne t'entend pas, Patricia. Ah, si, ça commence. Ici, on commence. Me recevez-vous? Oui. Coucou. Voilà, bon, je suis formatrice à la FISAF, orthophoniste, linguiste de formation initiale. Et j'ai dirigé pendant 10 ans des services d'accompagnement d'enfants sourds. Et je suis particulièrement intéressée par tous les problèmes 10. Merci Patricia. Marine Verdier. Bonjour. Bonjour. Alors moi je suis ergothérapeute à la Fondation Le Phare et je travaille avec les déficients visuels des enfants de 0 à 20 ans. Et j'interviens également auprès de quelques situations en surdité où là on observe aussi des troubles associés de type troubles d'apprentissage. Merci. Valérie Janin. Valérie, vous nous entendez? Bon, on va passer. Louis-Adrien Hénard. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis psychologue, psychopédagogue. J'appartiens à l'association APPEA et je suis spécialisé sur les troubles d'apprentissage. Merci. Élodie. On ne vous entend pas, Élodie.
On reviendra après sur ceux qui n'ont pas pu effectivement se présenter. Oui, donc Nathalie Guénaud, je suis directrice adjointe à l'URAPEDA et je m'occupe d'un service pour enfants déficients auditifs et on constate que certains enfants ont des troubles associés, hein, de troubles 10 d'ailleurs, pas que dyspraxie, donc voilà. Merci. Marie-Lise Martin. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis psychologue et chef de service à l'URAPEDA, pareil que Nathalie, un service pour enfants déficients auditifs. À l'URAPEDA où? Sud. Sud. Ok. Françoise Martinez. Bonjour, je suis responsable du CESAD au phare à Ilzac. Je vous entends très très mal. Oui, nous aussi. Merci Françoise. Monsieur Voyazopoulos, bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Non, on reviendra après hein, sur ceux qui pour le moment ne peuvent pas s'exprimer. Nathalie. Nathalie Sarabian. Apparemment, il n'y a pas de micro. Hélène Montero, bonjour. Ah ben voilà, il y en a qui répondent là. Bonjour, Hélène Montero, enseignante spécialisée dans les Hautes-Alpes. Je suis détachée de l'Éducation nationale sur le service de soins de l'URAPEDA Sud. Merci. Et certains de nos élèves sourds sont aussi des enfants atteints de troubles associés, notamment la dyspraxie. Merci. Valérie Janin nous dit qu'elle est prof CAPES et rééducatrice en logicomath. Voilà. Ensuite, après, nous allons, au fur et à mesure, quand vous allez prendre la parole, vous pouvez vous présenter aussi. Florence Coutard. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis orthophoniste à l'URAPEDA PACA, dans les Hautes-Alpes. Très bien. Daniel Boulogne. Bonjour, je suis chef de service pédagogique au centre de jeunes sourds d'Arras, dans le Pas-de-Calais, et je m'occupe du SAFEB de la maternelle et du primaire. Merci. Alors, Françoise. Je n'ai pas toujours tous les noms. Françoise Ponté. Oui, bonjour. Alors, moi, je représente la marque Tourisme et Handicap. Voilà. Je voulais avoir, voilà, je voulais écouter un peu ce que les échanges. C'était par rapport à nos cahiers des charges. Donc, nous, on fait en sorte, si vous voulez, dans nos évaluations, de balayer toutes les déficiences et comment mieux accueillir les personnes en situation de handicap dans le milieu touristique. Donc voilà, moi je voulais avoir un peu, voilà, je voulais entendre un peu vos échanges. Merci. Et Valérie Janin qui nous dit qu'elle travaille à l'Office Bourg-en-Bresse. Je pense qu'on est assez bien représenté sur tout le territoire. Il y a aussi Élodie Val qui est ergothérapeute en CESAD, troubles spécifiques du langage. Et donc, on retrouve d'autres troubles associés et notamment les TDC. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient se présenter? Non pas que j'aurais oublié, mais c'est vrai que ce n'est pas évident avec le nombre que nous sommes Je vois qu'il y a Emmanuel. Là, peut-être que Isabelle, on va peut-être commencer, puis au fur et à mesure que les personnes, non pas que j'ai oublié, j'en suis désolée, mais puissent aussi se présenter lorsqu'elles poseront des questions ou si elles ont envie d'intervenir. Alors, ce que je vous propose, c'est de présenter rapidement ce trouble. L'idée aussi, c'est d'échanger entre nous sur ce public-là. Est-ce que vous le rencontrez en tant que trouble isolé? Est-ce que vous le rencontrez comme trouble associé, etc., etc.
Donc, je disais tout à l'heure, en commençant, que ces troubles, donc, vous avez dû croiser des enfants qui sont empêchés dans leurs gestes du quotidien, dans les gestes ensuite scolaires, etc. Et quand je dis empêchés, c'est empêchés de manière pathologique. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui n'arrivent pas à automatiser ce qu'on appelle les praxis. C'est des jeunes qui n'arrivent pas à faire des choses aussi simples que dans la vie quotidienne, manger proprement. Et quand je dis en sont incapables, à 8 ans, 9 ans, 10 ans, vous avez encore des jeunes pour qui se saisir de la fourchette, couper la viande avec un couteau, reste quelque chose de très compliqué. C'est des jeunes qui ne savent pas lasser leurs chaussures, même à l'adolescence. Des jeunes qui peinent toujours à repérer leur droite, leur gauche, etc. La notion de haut, la notion de bas, etc. Et donc, vous imaginez au quotidien les difficultés que cela peut représenter, et particulièrement dans les apprentissages scolaires. Donc, c'est des jeunes qui sont empêchés dans leurs gestes. On appelle ça le syndrome de l'enfant maladroit. Quand je dis maladroit, maladresse, je parle de maladresse pathologique. Malgré les rééducations, malgré les outils de compensation qu'on va pouvoir mettre en place, les résultats sont très variables selon les jeunes. Certains arrivent à compenser de manière relativement satisfaisante, et pour d'autres, même avec les outils de compensation, le geste à la sortie reste très empêché. Voilà. Ce qui est important, c'est que il est important de diagnostiquer et de repérer ces enfants très tôt, comme tous les troubles des apprentissages, parce qu'il y a un risque de décrochage scolaire. Il y a également à terme l'apparition de troubles psychologiques réactionnels, parce que quand on n'arrive pas à faire ces gestes basiques, très vite les autres vous étiquettent comme déficitaires, très clairement, et vous savez combien les jeunes peuvent être durs entre eux. Et oui, il y a quelque... Oui, pardon. Et très vite, l'estime de soi chez ces enfants-là est atteinte. Donc, on a l'apparition de troubles émotionnels secondaires qui sont non négligeables. Et puis, à terme aussi, comme tous les troubles des apprentissages, ce sont des jeunes qui vont avoir des difficultés à s'insérer socialement, professionnellement, etc. Imaginez-vous quand vous êtes empêché au niveau moteur, la difficulté à passer par exemple votre permis de conduire. Or aujourd'hui, ne pas être détenteur de son permis de conduire, ça réduit quand même les champs des possibles pour ensuite aller trouver un travail. Voilà. Donc la dyspraxie est vraiment un trouble du développement moteur qui touche, je dirais, pour que vous compreniez bien, la planification, l'organisation, la réalisation, la coordination des gestes volontaires, d'accord? Et ces gestes ne s'automatisent pas. Alors, la prévalence de ces troubles, on l'évalue à peu près aujourd'hui à 5-6% des enfants scolarisés. Et on pourrait dire que ça représente un enfant par classe, à peu près. C'est difficile d'avoir des chiffres justes sur la dyspraxie parce que c'est un handicap qui est très méconnu. Je dirais que c'est un handicap aussi à part entière et c'est un handicap invisible. Donc, c'est très difficile d'évaluer exactement le nombre d'enfants touchés par ces troubles.
La dyspraxie aussi existe sous différentes formes. Il n'y a pas une dyspraxie, comme il n'y a pas une dysphasie, une dyslexie, etc. Et la difficulté aussi, c'est qu'au début, pas mal d'enfants arrivent à compenser plus ou moins bien et on peut avoir des repérages de dyspraxie très tardifs. Normalement, pour repérer une dyspraxie, on considère qu'il faut d'abord avoir été exposé aux apprentissages moteurs, et ce n'est qu'au bout d'un certain temps que l'on voit que malgré l'exposition aux apprentissages, ben justement, l'automatisation de ces gestes ne se fait pas et c'est malheureusement très tardivement qu'on peut repérer ces enfants-là. Alors, ces troubles aussi existent soit en isolé, soit bien évidemment sont des facteurs de comorbidité avec d'autres troubles. Et nous, dans les établissements médico-sociaux, nous les croisons en tant que facteurs de comorbidité. On les retrouve aussi bien adossés à des surdités, mais aussi à des troubles des apprentissages, à de la dyspraxie, à de la dyslexie, etc. La difficulté, donc je vous disais, c'était de les repérer le plus précocement possible. Aujourd'hui, les psychomotriciennes, entre autres, les ergothérapeutes, ont des outils, ont des échelles de développement qui permettent de repérer relativement tôt ces enfants-là. La difficulté est de pouvoir mettre des rééducations en place le plus précocement possible. Et malheureusement, comme c'est un trouble méconnu, on tarde souvent à aller explorer cette sphère et proposer les bonnes rééducations et les bons outils. Je suppose que si vous êtes sur cette conférence, c'est que vous en rencontrez au quotidien. J'aimerais savoir quelles difficultés précisément vous rencontrez avec les jeunes que vous accompagnez. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour s'exprimer? Est-ce que c'est des troubles, alors c'est des troubles de la vie quotidienne d'abord que vous repérez ou c'est des troubles dans les apprentissages scolaires? Ou puisque j'ai entendu que j'avais des gens, une personne qui est responsable d'un SAFEP, est-ce que vous les voyez, est-ce que vous les repérez assez facilement lors du développement de l'enfant? Je crois que j'ai Daniel Boulogne sur la ligne. Oui. Oui, Daniel? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, Monsieur Boulogne. on a des, au sein du SAFEP, on a des enfants sourds qui ont d'autres troubles, hein, que la surdité rentre dans un tableau plus vaste, un syndrome plus vaste. Hein. On a des syndromes de Charles, on a des enfants qui ont des troubles dyspraxiques, qu'on pense dyspraxiques en tout cas, dès le plus jeune âge. Oui. Donc, c'est des enfants que les parents considèrent comme maladroits ou qui sont malhabiles, hein, mais qui, par la suite, ces troubles persistants, on se rend compte que c'est plus qu'une maladresse. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? C'est des enfants qui sont comment? Alors, certes maladroits, hein, donc des gestes de base qui ne sont pas acquis? Oui. Une difficulté à maîtriser le tonus, hein, et puis oui, des gestes en acquis, effectivement. Donc aussi bien la motricité globale que la motricité fine est touchée? Oui, oui. Des lenteurs d'exécution peut-être? Oui, tout à fait, des lenteurs d'exécution. Et est-ce qu'ils arrivent juste… Alors, je parlais d'automatisation des gestes. Au niveau de la mémorisation
des différentes séquences pour arriver à la finalité d'un geste, c'est compliqué? Oui, effectivement, on a remarqué cela aussi. Oui. Donc, des difficultés à… Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est compliqué pour eux. Nous, quand on fait un geste, on ne pense pas que le geste se découpe en plusieurs séquences. Pour nous, on a automatisé ces gestes. Donc, on ne réfléchit pas à comment je me saisis d'un verre, par exemple, comment je bois, etc. Ces enfants-là, eux, ils n'arrivent pas à automatiser ces séquences. En fait, leur cerveau découpe les séquences les unes derrière les autres et ils doivent réfléchir à l'enchaînement de chaque séquence. Donc, vous imaginez ce que ça peut être énergivore au niveau énergie cognitive, d'accord? Et puis, quand vous décomposez les choses comme ça, au bout d'un moment, vous finissez par vous perdre dans votre séquence de gestes et c'est compliqué. Pour vous donner un exemple, quand je veux boire, par exemple, un verre là, alors, le verre, il est en verre là, mais j'aurais un verre plastique, par exemple. Quand j'ai soif, je ne me pose pas la question. Isabelle, excuse-moi. Excuse-moi. Je vais juste rappeler à chaque participant qu'il peut bien fermer son micro. Parce qu'il y a beaucoup d'interférences. Oui, je vois que les micros sont fermés. Alors, je sais bien que ça peut nuire quelquefois dans l'échange, mais sinon, vous n'allez pas prendre la parole. Alors, je finis peut-être avec mon explication de verre et puis il faut qu'ils ouvrent leur micro, hein, Daniel? Ah, je ne t'entends plus. Non, c'est le contraire, Isabelle. Il faut que tout le monde ferme son micro pour qu'il y ait un meilleur son. Et lorsqu'on veut prendre la parole, il n'y a pas de souci. Bien sûr, on ouvre son micro pour poser la question, pour pouvoir intervenir. D'accord. Je vous remercie tous, parce que sinon, c'est vraiment des soucis de… Alors, je vous explique avec la séquentialité des gestes avec mon verre et puis après, je vous laisserai la parole. Donc, supposez que j'ai un verre en plastique, pas un verre en verre. J'ai avec moi un verre, donc j'ai soif. Donc, mon cerveau me donne la commande de me saisir du verre d'eau que j'ai sur la table. J'ai une bouteille et un verre d'eau. Alors déjà, je saisis la bouteille. J'essaie de remplir, de mettre la quantité d'eau nécessaire dans le verre. Je réussis tant bien que mal. Pourquoi? Parce que déjà, il faut que j'ajuste mon geste, que je soulève la bouteille, que je lui donne un effet de basculement pour pouvoir verser l'eau et tout ça. Il faut que je mesure tous ces gestes, il faut que je les calcule. Une fois que j'ai versé l'eau dans mon verre, tant bien que mal, il y en a déjà un peu partout sur la table, il faut que je me saisisse du verre. Donc, il faut que je maîtrise l'énergie pour ma saisie. C'est-à-dire, il ne faut pas que je sois trop vive, sinon je vais faire voler le verre, d'accord? Et si ma tonicité n'est pas suffisante, je ne vais pas pouvoir soulever le verre, on imagine, d'accord? Ensuite, il faut que j'ajuste mon geste pour porter le verre à ma bouche. Pas là, c'est là, d'accord? Et ensuite, je dois à nouveau basculer le verre, etc. Vous voyez toutes ces séquences. Vous, quand vous faites le geste, vous n'analysez pas, vous y réfléchissez pas, vous le faites naturellement et parce que toute cette séquentialité de gestes a été automatisée. Ces enfants-là, ils réfléchissent à chaque étape comment faire. Donc, vous imaginez, quand je réfléchis, alors est-ce qu'il faut que je donne cette force, celle-là, etc., etc. Ça vous fait perdre du temps, c'est pour ça qu'ils sont lents. Vous réussissez plus ou moins à ajuster votre geste, vous faites preuve de maladresse et c'est là que vous en renversez, que vous en mettez partout, etc., etc. Donc, tous les gestes du quotidien sont comme ça, découpés en multiples séquences et ne s'automatisent pas d'eux-mêmes. L'apprentissage ne crée pas l'automatisme. Et c'est ça qui est compliqué chez les dyspraxiques. Tous les gestes peinent à être automatisés. Donc, est-ce que vous rencontrez des enfants de ce type-là? Maladroits pour manger, maladroits pour boire.
Oui. Maladroit pour s'habiller, pour mettre les boutons, pour voilà, pourquoi on choisit des joggings, voilà, enfiler les chaussettes. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir voir comment se déshabiller. Les premiers, enfin, on parlait tout à l'heure avec quelqu'un qui est chez le service au SAFEC, mais voilà, c'est ça, c'est là où les premières fois, on se dit il y a quelque chose qui se passe au-delà, par exemple, pour nous, de la déficience visuelle. Alors, comme vous dites, l'habillage est un bon, sont des facteurs interpellants. Pas pouvoir boutonner son anorak, pas pouvoir passer la bonne jambe dans la bonne jambe du pantalon, des choses comme ça, s'habiller à l'endroit en l'air. On a des parents qui nous disent, bah, pourtant je leur ai posé les affaires sur le lit et tout, et même en posant les affaires dans le bon sens et tout, ben, ils reprennent le pantalon, ils le tournent dans tous les sens et tout, et ils ne savent pas si c'est la jambe droite qu'il faut passer en premier, etc. etc. Voilà. Donc vous imaginez au quotidien ce que ça peut être déstabilisant pour des parents. Les petits jeux d'imitation aussi. Voilà. On va reprendre, c'est un autre type, mais voilà. Tous ces petits jeux, je vais faire semblant d'éplucher, je vais faire semblant de. Combien c'est dur. Voilà, c'est ce qui, pour les plus jeunes, voilà, ce qui tout d'un coup, les signes d'alerte. Voilà. C'est des enfants qui n'ont pas d'image mentale, comme la plupart des 10 d'ailleurs. La représentation mentale de ce que je dis, de ce que je fais, etc., n'est pas naturelle. N'est pas naturelle. Je ne dirais pas qu'elle n'existe pas, mais elle n'est pas naturelle. Donc, c'est des choses qu'on va leur apprendre. Donc, le quotidien des familles est compliqué. Jouer est compliqué pour ces enfants-là. On parlera des apprentissages scolaires après, mais le jeu est compliqué. Jouer au ballon peut être compliqué. Parce que vous lancez le ballon vers l'enfant dyspraxique, il va avoir du mal à ajuster, par exemple, sa distance pour recevoir le ballon. Il va passer à côté. D'accord ? Je disais tout à l'heure, c'est des enfants qui ne repèrent ni leur droite ni leur gauche. Voilà. Et tous ces gestes qui sont des gestes basiques, sont des gestes qui normalement préparent à l'entrée en maternelle, à l'entrée dans les apprentissages et tout. Et ces gestes sont déjà empêchés à la base, et ce qui va vraiment faire ressurgir la dyspraxie, c'est l'entrée en maternelle. C'est-à-dire que la maternelle, l'école n'est pas faite du tout pour ces enfants-là. Du tout, du tout. À la maternelle, coller une gommette, ben, pour ces enfants-là, c'est compliqué. Quand vous leur demandez de se déplacer dans un labyrinthe, voilà, ben, vous avez des enfants qui sont souvent hors cadre du labyrinthe. Se tenir dans un chemin, c'est compliqué. Toute cette organisation, pour eux, est compliquée. Donc, je suis empêchée par mes gestes moteurs, mais je peux être empêchée aussi par d'autres gestes qui viennent se greffer là-dessus, dont un geste qu'on n'a pas toujours à l'esprit, sauf les orthoptistes, c'est le regard. Le regard est aussi une praxie. Et très souvent, chez ces enfants-là, il est intéressant d'aller voir comment est organisé le regard, comment il s'organise. Est-ce qu'il s'organise ou est-ce que lui aussi ne s'organise pas? Parce que quand je suis empêtrée dans mes gestes moteurs et que en plus ma coordination main-œil n'est pas bonne, vous imaginez la complexité supplémentaire de la réalisation d'un geste en finalité. Est-ce que vous analysez tout ça quand vous voyez un jeune qui présente, alors vous ne savez pas encore qu'il est dyspraxique, mais vous vous doutez bien qu'il y a une difficulté. Est-ce que vous arrivez à voir tous ces éléments qui s'enchaînent et qui sont problématiques?
Par exemple, coller une gommette, qu'est-ce que c'est qui va poser problème à un enfant qui est dyspraxique pour coller la gommette au bon endroit? Qu'est-ce que vous voyez comme difficulté? Comment les jeunes que vous suivez font ou ne font pas? Alors, du point de vue du regard, c'est le repérage déjà de la gommette. Voilà, où est-ce qu'on doit la placer, hein? Si on a une dyspraxie visuospatiale, c'est extrêmement complexe. Voilà. Plus ensuite, effectivement, prendre la gommette, repérer, saisir, faire le geste, tout ce que vous avez décrit comme pour le verre. Tout est compliqué. C'est-à-dire que tous les gestes sont atteints, toutes les praxies sont plus ou moins atteintes à des degrés différents. Et vous imaginez donc que la finalité du geste en bout de course, elle n'est pas efficace, elle n'est pas efficiente. D'accord ? Malheureusement, quand on voit cette pluralité de gestes qui sont échoués, on a tendance à imaginer que ces enfants ont des capacités cognitives atteintes. Or, dans la majorité des cas, dans la dyspraxie, il n'y a pas les fonctions cognitives sont préservées. Et c'est ça qui est compliqué à faire comprendre à la fois aux parents, mais aussi après sur les lieux d'inclusion et tout. C'est un enfant qui a des capacités. Elles sont préservées. Souvent, il a même de très bonnes capacités. Or, on est dans un paradoxe. Les gestes du quotidien sont irréalisables, inefficaces en tous les cas. Réalisables, ils tentent de les réaliser, mais ils sont inefficaces. Que vous disent les parents, par exemple, quelle est la première plainte des parents qui va vous faire évoquer une recherche de troubles moteurs, de difficultés au niveau motrice? C'est quoi la plainte la plus récurrente qui revient assez systématiquement? Oui. Est-ce que vous en rencontrez beaucoup au quotidien de ces enfants-là? Ou ce que je suis en train de vous décrire est quelque chose de nouveau pour vous? Que ce soit en surdité ou en trouble 10. Je fais ça. Vous m'entendez là? Je sais oui, pas oui. Si ah, super. J'ai un écran pour le micro et un écran pour l'image, alors je ne sais voilà, pas au point. Donc, oui. je suis psychomotricienne en CESAT-TSL. Moi, j'ai des enfants qui ont des difficultés de motricité fine ou de coordination, mais pas autant que quand même ce que vous décrivez dans la maladresse. Mais ce qui ressort souvent, c'est quand même après au niveau du graphisme, l'attente des parents, c'est ça l'impact. Et après, quand on fait l'anamnèse, bien sûr, ils nous disent qu'il est assez maladroit, il faut encore l'habiller, des choses comme ça. Mais ce que vous disiez avant par rapport aux éléments dans le bilan, c'est vrai quelquefois il y a des difficultés praxiques par rapport au MABC, par exemple, juste mettre les petits pions, des choses comme ça. Mais il y a aussi ce que vous disiez avec les orthoptistes, ce qu'il y a au niveau visio-spatial. Est-ce que la difficulté est plutôt motrice ou plutôt dans l'organisation de l'espace, quand les répercussions sont graphiques, je veux dire. Et là, c'est un peu compliqué de savoir où ça pêche, si c'est le geste moteur ou si c'est l'information visuelle, visio-spatiale qui est mal gérée, quoi. Plein de choses. Les enfants que j'ai décrits, alors, il y a différents degrés de dyspraxie. Hein. Vous avez des enfants qui sont relativement peu empêchés et puis d'autres qui sont énormément empêchés. Alors, nous, dans notre établissement, on voit quand même des enfants qui sont, entre guillemets, lourdement porteurs de ce trouble. Vous signifiez que c'est plus l'entrée à l'école
qui est le facteur de repérage des troubles dyspraxiques. C'est vraiment l'entrée dans la scolarité qui fait que on commence à repérer ces enfants-là. Vous les repérez à peu près à quel âge? Les premières suspicions. Alors, c'est-à-dire que nous, on est dans un CESAD TSL, donc la porte d'entrée, c'est un trouble spécifique du langage, écrit ou oral. Donc déjà, avant 5-6 ans, on ne les a pas, vu qu'il n'y a pas de pose de diagnostic. Et la demande initiale est le trouble du langage. Hein. Et après, si vous voulez, comme ils rentrent dans le service, ils sont vus par tous les professionnels, dont la psychomotricienne. Et voilà. Donc, en fait, c'est vrai que souvent, ceux qui présentent des troubles du langage oral présentent souvent des troubles de la motricité fine. Bon, alors... j'ai vu un neuropédiatre qui m'a expliqué que l'exergue cérébral était proche, donc souvent touché. Et voilà. Mais c'est vrai que de ce fait, chez nous, en tout cas au CESAD, c'est pas la porte d'entrée, enfin c'est pas la plainte des parents, la plainte de la motricité, de la coordination, de la maladresse. C'est pas pour ça qu'ils viennent. C'est pour le suivi pluridisciplinaire, mais d'abord le langage. Mais après, l'un n'empêche pas l'autre. Et j'ai des enfants qui ont des troubles de la coordination. Après, de là, les diagnostiquer dyspraxiques, je ne sais pas. Donc, des troubles... Alors, vous les repérez fin de maternelle, début de CP? Plus tard. Hein. Plus tard encore. Hein. Faire une fois que le cycle 2, à peu près, à la fin du cycle 2? Oui. D'accord. Et à partir de là, vous mettez quel type de prise en charge en place? Alors, certes, psychomotricienne, est-ce que vous en restez à la psychomotricité ou est-ce que très vite, vous allez explorer d'autres champs comme le regard, comme on a parlé tout à l'heure, le regard, etc. Et là, voilà. Là, en l'occurrence, j'ai vu une petite qui est en CE2 qui a des problèmes de régulation tonique, il n'y a pas d'ajustement de force au lancer visé, qui au niveau graphique, c'est pas du tout, je dirais, déficitaire au niveau quantitatif. Après, au niveau qualitatif, on sent que c'est coûteux pour elle. Elle a du mal à suivre les lignes d'un cahier. Elle a du mal à organiser l'espace feuille. Et donc, justement, là, pour cette petite, moi, je voudrais un bilan orthoptique en plus. Il y a ça. Et après, pour certains enfants, quand on voit que le passage à l'écrit est vraiment trop coûteux, tout ça, c'est vraiment une double tâche, vraiment trop compliqué, on fait appel à une ergo pour une mise au clavier quand même. Alors, est-ce que ça vous est facile d'avoir un bilan orthoptique? Alors là, pour le coup, c'était avant le confinement. D'accord. Nous, sur Arras, il y a quand même 2 ou 3 orthoptistes. Après, moi, ce qui m'ennuie pour le papa, c'est que ça fait demander un bilan en plus. Et c'est vrai que c'est des enfants qui sont sur bilan, enfin, qui sont bilantés. Alors, de l'orthophoniste, on va vers la psychomote. Après, on parle d'ergo. Après, on parle d'orthoptiste. J'ai l'impression que ça fait beaucoup pour les parents. Ça fait beaucoup. Certains bilans aussi ne sont pas forcément pris en charge. Dans les bilans qu'on demande pour éclaircir les problématiques, certains bilans aussi ne sont pas remboursés. Et pour les parents, ça peut être très vite un reste à charge très très lourd. Il y a ça aussi. Autre difficulté aussi, c'est que quand on fait un bilan orthoptique, on aimerait bien souvent tomber sur des orthoptistes qui sont aussi spécialisés en ce qu'on appelle neurovision, parce qu'il peut y avoir aussi des troubles neurovisuels qui viennent se greffer sur ces pathologies et qui rendent compliquée la réalisation d'un geste. Donc, tous nos établissements aujourd'hui n'ont pas forcément accès à ces types de professionnels.
Quand on est à Arras, quand on est à Angers, Bordeaux, Marseille, ça paraît relativement facile. Quand on est dans l'Allier, dans le Cantal, en Corse ou autre, ce n'est pas forcément des professionnels qu'on trouve facilement. Donc, il y a une difficulté d'accès parfois aux soins pour certaines familles. Est-ce que vous rencontrez cette difficulté dans vos secteurs géographiques? Isabelle, il y a Régine qui a demandé, Régine Gannot qui a demandé la parole. Oui. Régine. Régine? Ah oui, alors c'était pour deux choses. Déjà pour les plus jeunes, oui, effectivement. Moi, je travaillais dans un centre d'enfants déficients visuels et au SAFEP. Donc, les repérages se faisaient très précocement. Et puis, au niveau dyspraxie visuospatiale ou tout ce qui est troubles neurovisuels, effectivement, nous étions sur place. Voilà, nous avons un pôle d'orthoptistes et des orthoptistes et surtout une orthoptiste très spécialisée. Voilà, dans tous les problèmes neurovisuels, ainsi qu'une ophtalmo, voilà, très, très spécialisée. Donc ça, c'est une grande chance, effectivement, de façon à avoir un repérage sur le plan au moins visuel. Et le reste, effectivement, les bilans sont rapidement faits par la psychomotricienne et les ergothérapeutes. Voilà. Alors, c'est bien ce que tu dis. Quand on a la chance d'avoir dans les établissements, alors soit être dans le milieu de la déficience visuelle ou avoir dans son même secteur géographique un établissement médico-social de la déficience visuelle, ça peut être aidant pour mutualiser des ressources. D'accord ? C'est ce qu'on fait par exemple nous à Angers, puisque le secteur surdité et troubles des apprentissages a la même directrice que le service de déficience visuelle. Donc, on arrive à mutualiser des professionnels comme les orthoptistes et les ergothérapeutes. Par contre, quand on n'a pas la chance d'être adossé comme ça à d'autres services, dans certains secteurs, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué et on peut passer à côté d'outils intéressants parce que justement, on n'a pas trouvé les professionnels adéquats déjà pour poser le bilan et puis faire les propositions adéquates. Est-ce que tu voulais dire autre chose, Régine? Tu as dit, je veux intervenir sur 2 points. Non, du coup, j'ai dit les deux. Voilà, j'ai dit pour les plus jeunes, cette facilité et puis sur la formation. Voilà. Aujourd'hui, dans les troubles associés, on a souvent besoin, comme vous dites, de bilans complémentaires et ça peut très vite devenir pour les parents la spirale infernale. C'est-à-dire qu'on va de bilan en bilan. Je pense que quand on fait des bilans, il ne faut pas faire un bilan pour faire un bilan. C'est-à-dire que moi, j'ai des professionnels, parce qu'on a la possibilité d'avoir recours à des orthoptistes ou à des ergos, etc., qui me disent il faut faire un bilan orthoptiste, etc. Et moi, je leur dis attention, quand on multiplie les bilans comme ça, qu'est-ce qu'on cherche et en fonction de ce qu'on va trouver, comment on va aborder les choses avec les parents. Parce que ça peut être faire un bilan pour les professionnels, pas forcément pour les parents, pour que les professionnels puissent trouver l'outil le plus juste possible et évite une multiplicité d'outils auprès du jeune. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que quand on demande ces bilans, aussi les professionnels ont l'impression que l'orthoptiste va trouver la solution. Si c'était aussi simple, ça se saurait. Souvent, on multiplie les bilans chez ces enfants-là et en bout de course, on se dit ça va, le bilan a entériné ce qu'on suspectait depuis un petit moment et en même temps, on n'a pas forcément de solution complémentaire. Donc, je pense que la demande de bilan, elle doit être vraiment réfléchie et pensée pour ne pas créer non plus chez les parents une angoisse supplémentaire, etc. Est-ce que vous rencontrez la même difficulté dans vos établissements? Des professionnels qui sont en sur-demande de bilan?
Non, pas particulièrement. J'interviens pour dire que ce que tu viens Patricia. d'expliquer, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, c'est Patricia. Ce que tu viens d'expliquer, j'ai pu le constater dans divers établissements et aussi dans ce que disent les parents de ce qu'ils ont pu traverser comme expérience avec des professionnels. Et puis, juste en prise en charge libérale des orthophonistes, c'est le quotidien, c'est-à-dire… Patricia, s'il te plaît, je te propose de couper ta caméra et peut-être qu'on va avoir un meilleur son. Parce que… à la plainte pour laquelle ils viennent en orthophonie, c'est souvent la lecture ou le langage oral. Et on se trouve, en tout cas les orthophonistes libéraux se trouvent confrontés à cette multiplication de bilans qui est demandée, qui est souhaitée, comme tu le disais très justement, pour éclairer les professionnels qui accompagnent l'enfant, mais aussi pour essayer d'y voir plus clair dans cette problématique plus large quoi, de troubles diffus. Et je constate aussi, puisque j'exerce l'orthophonie actuellement dans un secteur rural, où on est loin, une des problématiques, c'est qu'on est loin des centres, des villes où il peut y avoir ces professionnels que tu citais tout à l'heure. Et donc, on est obligé de se débrouiller un petit peu avec l'existant. Et je suppose qu'il y a certains établissements où ils sont obligés aussi de se débrouiller avec l'existant, c'est-à-dire qui sont les professionnels dans l'établissement, qui peuvent, même s'ils n'ont pas toutes les compétences ou tout le titre adéquat, eh bien, se débrouiller quand même pour dresser un tableau général des difficultés, des ressources de l'enfant, parce qu'au bout du bout, qu'est-ce qui compte? C'est de pouvoir guider les parents, les accompagner au quotidien, que ce soit plus cette galère du quotidien et l'angoisse qui va avec pour le jeune. Et puis, pouvoir guider cette galère du quotidien. Qu'est-ce qu'on met en place, les professionnels, de manière adaptée. Voilà, donc c'est un vrai problème, je trouve, ce dont on est en train de parler, le bilan, la qualité et l'interdisciplinarité des bilans. Comment on se coordonne pour que ça donne une vision claire de la problématique du jeune et de la famille, pour trouver des solutions, des réponses concrètes au quotidien, parce que c'est ça le bout du bout, même si des fois on est dans une logique, je dirais, un peu de recherche scientifique de professionnels, d'essayer de comprendre le problème du jeune, mais en fait, l'objectif, c'est qu'on débouche sur des réponses concrètes dans le quotidien. C'était le but de mon intervention. En tous les cas, c'est ce que demandent les parents. C'est du concret au quotidien. Une chose qui me traversait l'esprit pendant que tu échangeais, la dyspraxie aujourd'hui, donc je vous ai dit, elle génère des difficultés sur le plan des apprentissages, mais particulièrement dans la vie quotidienne. Les parents, eux, sont en demande de réponses davantage au quotidien que déjà sur les apprentissages scolaires. Souvent, ils peuvent faire le deuil de certaines choses sur les apprentissages scolaires, mais ils demandent beaucoup d'aide sur le quotidien. Je voudrais aborder une question, puisque j'ai des psychomotes sur l'écran là. Souvent, avec les enfants dyspraxiques, on introduit l'outil informatique et de manière de plus en plus précoce. Est-ce que c'est un outil, à quel âge doit-on passer sur l'outil informatique? Et est-ce que passer sous l'outil informatique, ça veut dire qu'on doit faire le deuil d'une pratique manuelle? Est-ce qu'il y a des psychomotes là ou des ergots qui pourraient éclairer cette question? Est-ce que c'est une question que vous vous posez sur le terrain, au quotidien? Bonjour, est-ce que vous m'entendez cette fois? Oui, c'est Elodie, c'est qui? Oui, c'est ça. Alors, je suis ergothérapeute en C7 TSL et pour le coup, c'est souvent une grosse question, j'ai l'impression, ce passage ou non à l'outil informatique, souvent par rapport aux demandes scolaires et des parents par rapport au graphisme.
Moi, j'ai tendance à pas le faire trop tôt. Après, c'est pas forcément un équilibre facile à trouver parce que l'apprentissage de l'outil informatique, ça demande des praxis aussi et c'est un réel apprentissage. C'est pas forcément une solution clé non plus pour moi. En tout cas, voilà, j'ai tendance, moi, d'abord à explorer tout ce qui est manuel, d'abord au moment du primaire. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup l'importance des adaptations au niveau pédagogique, en fait. Après, en fait, ce n'est pas une solution clé, il y a plein de choses à prendre en compte, que ce soit dans l'évolution déjà au niveau manuel, voir déjà les souhaits de l'enfant et de sa famille, parce qu'un jeune qui n'a pas forcément l'envie de passer sur outil scolaire, on peut y passer des années, il ne l'utilisera pas de manière fonctionnelle si lui, il n'en a pas le souhait. En tout cas, par expérience, ça ne fait pas forcément très longtemps que j'exerce, mais voilà, des expériences que j'ai pu avoir, c'est une combinaison de plein d'informations. Après, c'est vrai que quand il commence à consulter au moment du collège et que c'est déjà un petit peu plus galère, j'ai tendance à un peu plus essayer cette solution-là parce qu'il y a des choses après qui ont déjà été incrustées et qu'il ne faut pas forcément aller redémonter au niveau des automatismes et des adaptations que ces enfants ont déjà pu prendre. Donc l'outil informatique, vous le réservez plutôt sur une entrée en collège? Alors, ce n'est pas forcément réservé, c'est toujours au regard et des troubles, des réactions à la rééducation et vraiment, je pense, des souhaits du jeune et de sa famille, en fait. Voilà, ce qui est vraiment important aussi, c'est toutes les adaptations pédagogiques qui peuvent y avoir, que ce soit par la présence d'une AESH ou les adaptations par les professeurs eux-mêmes. Après, c'est souvent quand même plus simple au niveau adaptation pédagogique en primaire qu'au collège parce qu'il y a une multiplicité d'enseignants et que tout le monde n'a pas forcément le même regard sur la situation. Oui, ça soulève la différence de traitement entre le primaire et le collège, où au collège, c'est un peu plus compliqué de jongler avec tout ça. Est-ce que dans les autres établissements qui sont représentés ici, c'est des questions que vous vous posez, ça? Quand est-ce que je passe à l'outil informatique? Quand est-ce que je le propose? Est-ce que je le propose comme la solution, la seule solution unique? On va oublier le manuel et on passe à l'informatique. Est-ce qu'il y a d'autres établissements qui se posent la question? Régine. Oui, Régine? Voilà. Je pense qu'il faut alors tenir compte, comme disait notre collègue, de l'avis de la famille et du jeune s'il est assez grand pour pouvoir discuter avec lui. Donc, passer complètement à un outil informatique peut être extrêmement traumatisant et violent à l'annonce pour les parents. Parce que moi, j'ai des vignettes cliniques en tête où il y avait des partages quand même de dessins entre un grand frère et une petite sœur. Voilà, et ça a été extrêmement violent en disant « elle ne pourra faire que ça ». Donc, passer rapidement, il faut dire qu'actuellement, quand même, les enfants ont des portables rapidement dans les mains, ont des téléphones, des tablettes. Donc, ils utilisent, pour certains, ça dépend effectivement du milieu familial, de tout ce qui se passe. Donc, je crois qu'il faut tenir compte de ça en même temps. Il faut tenir compte aussi de la profondeur de l'empêchement, comme vous disiez. Voilà, ça c'est extrêmement important. Et puis aussi, comme disait notre collègue, ce sont des outils à jurer. Donc, il faut trouver un certain équilibre et dans le projet de vie de l'enfant. Alors, effectivement, je vais dire autre chose tout à l'heure et je le rajoute maintenant parce que je l'ai retrouvé, c'est que par rapport effectivement à comment connaître, comment s'apercevoir, on a aussi le dossier médical et pour certains enfants, dans le dossier déjà, on peut se poser la question d'un bilan tout de suite au préalable pour voir l'état au niveau neurovisuel, au niveau praxique, etc., etc. Donc, il y a quand même des éléments, effectivement, dans les antécédents médicaux qui vont nous donner quand même des signes d'alerte. Pas pour tous, hein. On a vu chez les enfants, par exemple, avec 3 semaines d'avance sur le terme, ce qui est très peu, voilà, présenter d'importantes atteintes. Voilà. Après, il faudra de nouveau, effectivement, bilan IRM, etc., si c'est visible, allez. Voilà. Ces deux parties, c'était vraiment ce qui est des données médicales ou de ce qu'on peut déjà
les systèmes d'alerte au niveau médical, et puis ensuite, effectivement, tenir compte de tout ce qui se passe au niveau familial, de ce qui est dit, de la violence, de ce qui peut être dit aux familles et à l'enfant pour pouvoir les accompagner au mieux. Je te rejoins. Certains établissements aujourd'hui font le choix d'une batterie de tests très large dès l'entrée du jeune dans l'établissement, c'est-à-dire que on multiplie le bilan orthoptique, l'entrée, etc. On ne se pose pas de questions, etc. Pour toi, j'entends bien que ce n'est pas forcément souhaitable, justement, parce qu'il faut accompagner les parents dans la découverte progressive des troubles multiples qui apparaissent. Voilà, il faut faire notre travail, il faut vraiment en alerter. Si vraiment on a un signe d'alerte, il faut aller chercher, ce n'est pas la peine de traîner non plus. Hein, voilà, et puis partir sur des bases saines. Voilà. Mais en même temps, il faut savoir accompagner. Voilà, c'est toujours l'équilibre de nos accompagnements. On travaille avec des enfants à besoins particuliers, atypiques, et je pense que c'est la singularité qu'il faut accompagner. C'est ça, je pense, la richesse de nos établissements et la mise en place d'accompagnement progressif plutôt que quelque chose de massif dès le départ, etc. Mais c'est vrai que ce qui ressort, que ce soit dans la dyspraxie, alors que ce soit dans la surdité, les troubles 10, etc., en déficience sensorielle, c'est cette singularité et cet accompagnement progressif des choses, je pense. Oui. Est-ce que… On Oui. m'entend ou pas? Oui. Linda, c'est Linda qui… Oui. Oui, c'est Linda qui parle. Ce que je voulais rajouter aussi, quand vous parliez de l'outil informatique, c'est que même s'il y a un passage sur outil informatique et qu'il y a une mise au clavier et l'apprentissage, voilà, je pense que c'est quand même intéressant de poursuivre l'aide au niveau manuel, graphomoteur, juste ne serait-ce que pour la valorisation, qu'il y ait un moment où l'enfant puisse voir qu'il peut laisser une trace, qu'il valorise au niveau d'estime de soi. Voilà, ce sera peut-être juste un dessin dans la salle de l'orthophoniste ou de la psychomote ou de la psychologue, mais qui est quelque chose de valorisant. Et donc, je pense que ça peut être poursuivi en parallèle de la mise au clavier, les activités manuelles du graphomotrice. Tout reste une question d'individualité. Dans les échanges que j'entends, c'est qu'il n'y a pas de solution unique, qu'on soit dyspraxique, dyscalculique, quelque chose. Il n'y a pas de solution unique. La solution, elle va s'adapter à l'instant T, à l'évolution du jeune, à ses capacités de résilience, à sa capacité de compenser ou de ne pas compenser, etc. Et le milieu dans lequel il vit. Et ça, je crois que c'est la chose la plus compliquée à expliquer avec nos partenaires d'inclusion, qui d'abord, eux, pensent que parce qu'on amène un outil, la problématique n'existe plus. Je pense que c'est le plus difficile sur le terrain à faire comprendre. C'est que, particulièrement pour les enfants présentant des dyspraxies, c'est pas parce qu'on amène un outil que la problématique est résolue. Et que même si elle est, à un moment donné, elle semble effacée, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas ressurgir dans un autre contexte un peu différent. C'est la plus grande difficulté, je pense, sur le terrain à faire comprendre. D'autant plus que ce handicap n'est pas visible. Il fait partie des handicaps invisibles, quoi. On peut avoir un enfant qui n'est pas tellement empêché dans sa motricité globale, il évolue bien et tout, mais par contre, l'accès à la motricité fine est particulièrement empêché. Et ça, c'est aussi difficile à expliquer, quoi.
difficile à expliquer, difficile à détecter, ou comment on fait la différence entre un enfant qui peut être maladroit, parce qu'on peut tous être maladroits, et justement un enfant dont vous parlez qui a des troubles 10. Alors, notre psychomote pourrait répondre à la question. Il y a des... Alors, je vais peut-être lui laisser la parole. Hein. Il y a des tests. Il y a d'abord des échelles de développement qui permettent de voir le décalage du jeune. Et puis après, il y a des tests plus spécifiques sur ces troubles praxiques. Mais comme elle a dit tout à l'heure, ce sont des tests qui ne peuvent vraiment être passés que assez tardivement. Est-ce que la psychomote qui a pris la parole tout à l'heure est toujours là? Si c'est moi la psychomote, oui. Mais je crois qu'il y en a d'autres hein, dans les... Non, mais voilà, ou les psychomotes qui sont là, voilà. Ouais, je crois qu'il fait la différence, c'est l'impact sur la vie quotidienne, quoi. Entre la maladresse et vraiment le passage au handicap, c'est l'impact vraiment au quotidien qui vraiment handicape l'enfant, le jeune, enfin même l'adulte après, dans son agir de tous les jours, quoi. Ce que vous racontiez sur verser un verre d'eau, quoi. Est-ce qu'on est en terme, est-ce que le mot c'est le terme décalage ou est-ce que c'est plutôt le terme déviance? C'est-à-dire que pour moi la déviance c'est un écart massif par rapport à la norme. Sur la dyspraxie, ce qui va nous alerter, vous dites, bon, c'est le décalage dans la vie quotidienne. Est-ce que c'est un simple décalage ou ça va au-delà? Moi, il me semble que ça va au-delà quand même. Alors, est-ce qu'on peut parler de déviance ou de décalage massif? Comment vous le positionnez? Déviance, est-ce que ça voudrait dire que le geste est fait de manière totalement différente, a choisi un tout autre processus pour arriver à sa finalité plutôt qu'un geste simple, je ne sais pas. Après, c'est aussi la résistance aux rééducations. Voilà, c'est la résistance à la rééducation qui vient encore amplifier qu'on n'est pas dans une simple maladresse, mais qu'on est dans quelque chose de plus pathologique. Oui, entre un retard et un trouble. Mais c'est ce que vous disiez en préambule, vous disiez que même avec les aides, la dyspraxie reste toujours, enfin, l'enfant reste toujours très, très maladroit, mais qu'est-ce qu'il faut quand même être, sur quel point il faut être le plus vigilant, sur quoi il faut plus axer les rééducations quand même? Est-ce que c'est sur la programmation? Est-ce que c'est juste sur, la planification? Est-ce que c'est sur le plaisir de manipuler s'il résiste tout le temps? Clotilde, vous voulez poser une question? Je voulais rebondir tout à l'heure par rapport à l'utilisation des outils informatiques. Où c'était un petit peu, est-ce qu'on commence tôt ou plus tard? Est-ce qu'il ne faut pas prendre aussi en compte le contexte que quand l'enfant grandit, il y a un petit peu, souvent ça se voit au niveau de l'adolescence, où il y a un rejet de ces outils informatiques par rapport à la différence que ça entraîne, la stigmatisation en fonction du milieu inclusif. Donc, est-ce que c'est une question que je me posais par rapport au débat, je n'ai pas de solution. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas essayer quand même, quand on voit que le graphisme est compliqué, d'introduire, sachant que c'est à entendre, c'est compliqué également à introduire au plus tôt pour anticiper éventuellement un rejet et pas trop prendre de retard par la suite à une reprise des apprentissages si l'enfant il voit son intérêt plus tard. Voilà, c'était juste une question. Marine Verdet. Oui. Alors, moi, j'accompagne des enfants déficients visuels. Donc, pour ce qui est de l'outil informatique, souvent, c'est même les parents qui viennent vers nous pour nous demander quand est-ce que leurs enfants vont avoir ça. C'est mon cas aussi. Rejoins alors. Voilà.
Moi, j'ai tendance à proposer l'outil informatique quand il y a des problèmes plus liés au geste, hein, liés au graphisme, plus vers le CE2. Alors, je vais m'expliquer. C'est tout simplement un choix stratégique dans le sens où on n'attend pas encore que l'automatisation, enfin, dans le développement du graphisme, j'attends que l'automatisation, on voit qu'elle n'arrive pas à se mettre en place, justement. On commence à le voir. Alors, je sais que c'est un peu plus tard, normalement, que vraiment ça se met bien en place, cette automatisation dans l'écriture. Mais moi, je commence à introduire des petits jeux des petits jeux sur ordinateur, des petites choses comme ça, pour essayer de montrer à l'enfant qu'il peut arriver à maîtriser un outil, que c'est rigolo, voilà. Et en fonction de ça, je commence en parallèle à lui apprendre la frappe au clavier, mais pas forcément dans le but de l'introduire à l'école tout de suite. Parce que souvent, moi, ce que je reproche, c'est qu'on met l'outil informatique trop tôt. Alors, pas dans le sens au niveau âge, mais plus dans le sens au niveau avant que l'enfant maîtrise l'outil. Et à partir de là, on observe une fracture et l'enfant, il va rejeter cet outil parce que ça va lui demander encore plus d'efforts au quotidien et dans ses apprentissages scolaires. Donc, du coup, moi, je prends le parti toujours à peu près vers le CE2, CE1. Je commence à en parler fin CE1. Et si les parents sont d'accord, que l'enfant il aime bien jouer avec l'ordinateur, etc., je commence à l'introduire, mais plus dans mes rééducations. Et ça me sert de moyen au niveau manuel. Je m'en sers comme outil de travail, moi. Alors, pas dans un but tout de suite de réadaptation, mais plus de rééducation. Et après, au fur et à mesure, ça tend vers peut-être on pourrait le proposer à l'école ou voilà, le temps de l'acquérir pour arriver au collège. Donc, c'est très progressif, c'est fait en douceur, c'est amené plutôt que de se dire juste l'amener de passer au collège, parce que c'est souvent au collège que l'outil informatique apparaît de manière très prégnante, plutôt que de l'imposer juste l'année avant ou dans les derniers mois de passage au collège, un peu en urgence, quoi. Voilà, et pour ce qui est, ça permet aussi de travailler un peu l'estime de soi et le regard des autres, parce que si l'enfant est habitué à voir son ordinateur et les autres copains, souvent ce qui est bien, c'est en primaire, les copains, ils sont curieux par rapport à cet outil. Au collège, ça ne pardonne pas, mais en primaire, c'est encore plus intéressant. Donc, du coup, les enfants, ils ne sont pas encore, j'allais dire trop vaches entre eux, mais c'est pas ça. Oui, oui. C'est encore vécu comme un plus en primaire, quoi. Enfin, voilà. Oui, au collège, ça peut. Alors, c'est vrai que votre approche peut être intéressante pour ce qu'on disait tout à l'heure sur la stigmatisation de l'outil, quoi. Cette approche progressive, commencer à travers du ludique et tout, permettrait peut-être d'éviter que l'enfant ne vive la mise en place de l'outil comme stigmatisant. Et comme je ne fais pas les choses comme les autres, moi j'ai besoin de ça, etc. quoi. Oui, exactement. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais ça me permet en tout cas d'aller la frappe au clavier. Parce que c'est super compliqué de mettre les jeunes au clavier quand ils ont des troubles praxiques, hein, tout simplement. Oui. C'est très dur, hein, parce que bon, ça demande beaucoup de dextérité, beaucoup de différenciation dans les doigts, beaucoup de praxie digitale, hein, donc... Finalement, c'est une automatisation aussi, la frappe au clavier. On a beau y mettre toutes les techniques derrière, sans les yeux, avec les yeux, c'est quand même assez compliqué. Et il faut beaucoup de motivation. Donc, c'est souvent en primaire que moi, je la trouve. Donc, c'est une expérience. Ça ne veut pas dire que ça marche à chaque fois. Hein. Puis accompagné, bien accompagné. C'est aussi aller voir sur le lieu, à l'école. Enfin, voilà, moi, j'étais amenée à le faire aussi dans les classes, savoir comment l'enfant l'utilisait, comment, même avec l'enseignante, comment c'était amené par rapport au reste de la classe, voir un peu les failles, ce qui fonctionne, ne fonctionne pas. Et pour ma part, c'est vrai que j'ai vu la différence que quand on apprenait juste sur le clavier à l'institut ou quand je me déplace, voir comment ça se passe à l'école, je vois la différence. C'est pareil, moi j'accompagne des enfants déficients visuels, donc pour la dyspraxie, je pense qu'il y a une difficulté
en plus, j'imagine. Enfin, je sais pas, je connais rien au niveau dyspraxie, donc d'où ma présence ici. Mais l'accompagnement me semble aussi important sur les lieux de vie en fin de compte. Voilà, c'est juste une remarque. Je pense qu'ils sont essentiels parce que ça permet aux professionnels des réajustements. C'est-à-dire que ce qui est fait en séance au centre ou autre n'est pas forcément fait dans le même cadre. Et quand on se retrouve dans le cadre classe, la relation avec l'enseignante et tout, elle est importante aussi pour voir comment le jeune interagit ou n'interagit pas. C'est important ces recalages. Et puis, moi, je remarque aussi que les remarques de l'enseignant d'inclusion sont importantes pour vous, les professionnels, pour faire des réajustements de l'outil ou autre. Oui. Ben, ça permet d'adapter, d'aller au mieux pour l'enfant, lui-même de s'approprier. Et de toute façon, après, on sait que souvent, il y a quand même un rejet en grandissant. C'est aussi accepter d'aller au rythme de l'enfant. Enfin, voilà, je n'ai pas non plus une très grosse expérience, mais c'est mes constatations actuelles. J'arrive pas à demander la parole. Je peux intervenir? Oui, oui, oui. Voilà. Donc, moi, je travaille avec des enfants déficients auditifs. Et pour quelques-uns, on est confronté non pas à d'après les psychomotriciennes, donc on travaille avec des psychomotriciennes et des ergothérapeutes en libéral, parce qu'on n'en a pas dans le service. Et on parle non pas de dyspraxie, mais de troubles praxiques associés, certainement parce que par un degré de sévérité. Ce qu'on remarque relativement tôt, c'est des chutes fréquentes. Mais bon, ça peut aussi être lié à la surdité, avant l'appareillage, etc. Oui. Et ce qui devient très problématique, effectivement, c'est l'écriture. Du coup, c'est vrai que l'ordinateur est assez souvent proposé et c'est des enfants qui sont très gênés pour écrire, pour prendre des notes, qui n'arrivent pas à être autonomes dans ce domaine-là. Et également pour organiser leur travail, leur classeur, voilà. Et malgré les accompagnements donc, en ergothérapie pour l'apprentissage du clavier, etc., je trouve qu'ils n'arrivent jamais vraiment à l'autonomie, jamais à l'utiliser régulièrement en classe, ni à la maison. Enfin, ça reste un outil voilà, insuffisamment utilisé ou alors qui ne convient pas, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dire que c'est un outil qui ne convient pas? Je sais pas. C'est une question qui reste en suspens parce que il est proposé, l'enfant l'utilise, mais il n'est jamais suffisamment rapide pour pouvoir l'utiliser en classe. Ouais. Après, c'est quand même un outil qui demande. Je suis pas ergo, mais je vois les enfants que je suis qui sont sur clavier. Il faut que la famille soit porteuse quand même dans la mise en place du clavier. Ça demande de l'entraînement. Au début, c'est du travail, comme un piano, quoi. Je crois que c'est du travail quotidien. Hein. Oui. Nous, est-ce qu'on pourrait répondre à, je sais plus le prénom, c'est pas Marine, je crois. Marilyn. On fait dans le service, donc on travaille avec des ergots libérales. Donc c'est pareil, elles travaillent en séance à domicile ou dans leur cabinet. Et après, un deuxième temps, elles font les séances à l'école en classe pour vraiment concrétiser l'utilisation. Et l'objectif pour nous, c'est qu'à l'entrée en sixième, l'outil soit vraiment un outil, quoi, une aide et pas quelque chose qui reste encore complexe, que ça soit vraiment automatisé. Mais comme on disait, après c'est rejeté, mais je crois que à l'adolescence, 4e, 3e, tout est rejeté, quoi. C'est l'âge où ils veulent plus aller chez l'ortho, ils veulent plus le CESAD. Je crois que c'est dans l'ordre normal de la croissance. Il n'y a pas que l'ordinateur qui est rejeté. Il y a oui, tout à fait. Comme les autres. Voilà. Comme les autres outils, comme peut l'être la prothèse auditive à un moment donné, comme peut l'être. Oui, tout à fait. Tout à fait. Après, il faut garder à l'esprit que l'outil informatique est un outil parmi tant d'autres
et que ce n'est pas la panacée universelle déjà, ça ne l'est pas chez les 10 de manière générale et ça ne l'est pas non plus chez un dyspraxique. Voilà. C'est un outil parmi tant d'autres qui va avoir son utilité à un moment donné et puis on va passer à un autre outil à un moment donné parce qu'il sera soit rejeté, soit utilisé pas de manière complète, etc., investi de manière complète, etc. Mais c'est vrai que ce que je retiens aussi, c'est que c'est le partenaire parent à nos côtés est quand même essentiel, quoi. Voilà. Comment les parents vont accompagner le jeune dans sa prise en main des outils qui sont proposés, etc. Je pense que les parents ont un rôle important. Je me permets, par rapport à ça, justement par rapport à l'ordinateur, à mon avis, pour que ça fonctionne, il faut de toute façon que ce soit en partenariat avec tous les intervenants aussi, que ce soit le jeune, l'équipe pédagogique, l'AESH s'il y en a une. C'est souvent un gros soutien aussi, et les parents, bien sûr. Moi, il y a une chose qui a bien marché, que j'ai commencé cette année. J'ai fait un groupe avec 3 jeunes qui étaient dans le même collège et qui étaient sur l'apprentissage de l'outil informatique. Alors, c'était pas un test, mais c'était une première et ils n'avaient pas forcément les mêmes niveaux tous les 3 et ça a vraiment bien pris parce que ceux qui étaient un petit peu plus avancés étaient vraiment fiers de pouvoir montrer aux autres comment faire. Et alors, il y en a 2 qui sont dans la même classe en SECPA et une qui est en Ulysse. Mais du coup, je trouve que ça a vraiment bien pris et du coup, chacun l'utilise en fait. Et ils sont en soutien s'il y a quelque chose qui est un peu difficile pour eux parce qu'il y a certains logiciels qui ne sont pas forcément toujours évidents à utiliser. Et pour eux, en tout cas, ça a l'air vraiment bien intégré. Il n'y a pas de gêne à l'utiliser devant les camarades. Et même à l'inverse, ils sont même plutôt fiers de pouvoir montrer aux autres comment faire quand ils ont des cours de techno ou des cours sur informatique. Je pense que sur cet aspect de groupe, il y a des choses qui peuvent peut-être se jouer aussi. On avait commencé l'apprentissage de manière individuelle. Alors pour un, on avait commencé en CM1, l'autre en CM2. Et ouais, du coup, ils se retrouvent dans ce groupe-là depuis le début de l'année en 6e. Voilà, ça a l'air de vraiment bien prendre. Donc je pense que c'est quelque chose que je referai si on a les possibilités. L'émulation de groupe est porteuse, quoi. Ouais. Le groupe est porteur. Le collectif est plus porteur que l'individuel. Ouais. Après, ce qui était facilitant, c'est qu'ils sont les 3 sur le même collège et 2 dans la même classe aussi, ce qui n'arrive pas forcément couramment quand on est en CESAD et qu'on a un territoire assez étendu. Mais pour le coup, c'est quelque chose qui a vraiment bien fonctionné. Est-ce que ça vous... Alors, vous parlez de la répartition géographique. Est-ce que ça vous arrive de faire des regroupements de jeunes justement pour pouvoir comme ça travailler des outils en commun? Alors là, ce qui était pratique, c'est qu'ils sont dans le même collège. Ce qui n'était pas arrivé jusqu'à maintenant. De relier des collèges qui sont relativement proches et avec des jeunes que vous suivez. J'ai pas forcément beaucoup de jeunes qui sont dans des établissements proches et sur des objectifs similaires, des âges similaires, donc c'est compliqué. Et la notion de groupe, c'est quelque chose qu'on avait voulu développer parce qu'on avait plein d'idées qui semblaient intéressantes. Maintenant, il y a les réalités de terrain qui font qu'ils viennent d'endroits différents dans le département et qu'il n'y a plus de prise en charge des frais de transport par la Sécu. Et tous les parents n'ont pas forcément la possibilité ni horaire parce que beaucoup travaillent, ni du coup financière de payer un taxi pour faire emmener leurs enfants à ces groupes-là. Donc, c'est quelque chose qui est dommage, mais je pense que c'est quand même souvent difficile à mettre en place. C'est vrai que les réalités, on est parfois rattrapé par les réalités économiques, d'organisation, etc. Effectivement. Chez nous, c'est ma collègue qui avait mis en place ça depuis quelques années, mais on est en train de repenser ce groupe-là aussi. C'était le repas du mercredi midi, où les jeunes de plusieurs collèges, justement, ou même écoles, venaient manger ensemble, déjeuner ensemble. Et le mercredi après, suite à ce repas, donc il y a quand même... c'est bien pour eux d'échanger et après ils se retrouvent et elles travaillaient l'outil informatique en groupe effectivement, mais ça permettait aussi
des bons échanges entre eux. Voilà, on avait trouvé ce créneau-là. Aujourd'hui, il est en train d'être repensé pour diverses raisons, mais ça a bien fonctionné un temps. Voilà. Pour idée. Donc, vous êtes parti de l'idée d'abord de les regrouper pour un peu, pour qu'ils se retrouvent entre pairs, peut-être pour rompre l'isolement qu'ils peuvent avoir. Et ensuite, vous avez greffé derrière un travail psychomote, ergo, etc. Vous êtes parti de l'idée d'abord d'un regroupement de pairs, et puis après vous avez greffé, ou l'idée c'était au départ de travailler en ergothérapie et ensuite qu'ils se retrouvent entre pairs. C'était quoi l'objectif premier? Chez nous, c'est surtout l'ICAX qui a mis ça en place. Ça allait de pair. Et la rencontre et le travail informatique, voilà, ça allait de pair. Voilà. Après, moi, je suis arrivée, déjà la mise en place de ces groupes était déjà instaurée. Et c'est vrai que pour y avoir participé un peu, j'ai trouvé l'échange intéressant. D'accord. Et en finalité, en fin d'année, ça donne quoi? En finalité, on a eu des enfants qui étaient un peu isolés aussi parce qu'on a le problème de la langue étrangère. Et qui se sont retrouvés également avec d'autres personnes qui parlaient la même langue. Donc, ça a permis un peu de les sortir de la coquille, pour certains à qui je pense spécialement. Pour d'autres, appréhender un peu l'outil plus facilement parce qu'ils ne sont pas tout seuls, en fin de compte, à être confrontés à ce problème-là. Voilà, surtout que pour les ados, on est dans cette période justement de rejet. Donc, ça a aidé. Et pour certains, ça a aidé. Bon, voilà, après, on va au rythme de chacun, mais c'est vrai que de se sentir moins seul sur le coup, j'ai envie de dire, c'est plus simple pour eux. Mais c'est comme, je fais un parallèle à un parent qui a une difficulté particulière à un enfant, qui rencontre un autre parent, qui se rend compte qu'à on se sent moins isolé, on peut en parler. C'est ramené à ce niveau d'enfants, voilà, de problèmes ados, comme les enfants d'ailleurs, parce qu'il y avait plusieurs groupes. Il y avait aussi ceux de l'école élémentaire, donc pareil, ce que disait Marine, du CE2, CM1 plutôt. Voilà, après, ma collègue n'est pas là, elle serait plus expérimentée pour vous en parler plus, mais c'est vrai que c'est moi, de ce que j'ai constaté, c'était très positif. Par contre, aujourd'hui, ce qui se repose comme question, c'est l'objectif de ce groupe aujourd'hui, puisque les choses évoluent avec les enfants. Voilà. Le groupe d'âge, à peu près, c'était assez grand, mais ça se regroupait par eux-mêmes entre l'élémentaire, donc oui, du CE2, CM1 ou CM1, CM2, ça dépend comme le groupe a évolué, et puis l'adolescence, donc 4e, 3e, qui pour certains sont passés en seconde, première aujourd'hui, et c'est là où cette évolution, parce que c'est un groupe qui est là depuis plusieurs années, et c'est là aujourd'hui où l'objectif de ce groupe se positionne aussi avec l'avancée en âge de tous les enfants. Voilà. D'accord. Alors, il y a Patricia aussi qui vous interpelle par écrit parce qu'elle peut pas le faire elle-même et qui dit réflexion autour de l'outil informatique. Manier l'outil est une chose pour ce qui est de l'usage du clavier notamment, mais ne devrait-on pas avoir une réflexion de fond sur les logiciels retenus? Choisi avec le jeune en réfléchissant en équipe, avec lui et avec les parents aux objectifs de cet outil. Trop souvent, les jeunes se retrouvent avec des soi-disant moyens de compensation qui ne sont pas toujours bien ciblés ni investis. Or, les deux sont indispensables. Pour moi, ça fait pleinement partie de la mise en place de l'outil informatique. En fait, quand j'entends outil informatique, j'entends l'outil et c'est d'adaptation comprise. Je sais que voilà, en C7 TSL, comme il y a un trouble du langage, voilà, il faut cibler pourquoi est-ce qu'on veut mettre en place cet outil, qu'est-ce qu'on cherche à compenser. Et pour moi, ça fait partie du travail de ceux qui incluent l'ordinateur, de spécifier les logiciels et d'apprendre aux jeunes, à leur famille et à leur AESH à s'en servir aussi. Ça m'est déjà arrivé, moi, de faire une séance aussi avec l'AESH pour faire une démonstration et si besoin, si le jeune a besoin d'aide, qu'elle puisse aussi aider en fait en direct. Parce que forcément, nous, on n'est pas là à chaque cours, à chaque utilisation de l'ordinateur. Mais oui, il faut que ce soit ciblé et il faut que ce soit
partagé, que ce soit en équipe avec le jeune et sa famille et l'équipe pédagogique. Et que ce soit expliqué, comme vous dites, pourquoi on choisit cet outil et pas un autre. Voilà. Après, c'est comme tout, il y a le danger de multiplier trop d'outils, mais nous, les professionnels que nous sommes, nous savons qu'il vaut mieux en cibler un ou deux et pas la liste à la Prévert, comme on peut voir dans certaines équipes de suivi de scolarisation, qui peut faire peur de temps en temps, quoi. Ça, c'est un travail qu'on explique aussi en équipe de suivi de scolarisation, pourquoi on a ciblé cet outil et pas tel autre, et qu'on va se réduire à ça parce que il faut aussi éviter de perdre le jeune dans tous les outils qu'il utilise, quoi. Voilà. Parce que ça va participer. Plus vous allez lui en mettre, et plus il va se sentir à terme stigmatisé et tout, et plus on a de chances qu'à terme il n'utilise plus rien, quoi. Donc, oui, c'est le travail des professionnels d'aider à cibler cet outil. Mais que ce soit des psychologues, les ergots ou autres, c'est vrai que leur travail, c'est justement dans la grande panoplie d'outils qui existent, c'est de cibler celui qui va être le plus pertinent, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est très important. D'autres réflexions, d'autres questionnements? Mais là, en fait, on a parlé beaucoup d'une partie des répercussions de la dyspraxie qui étaient les troubles de l'écriture. Mais après, l'enfant, il est dyspraxique au quotidien pour plein d'autres choses. À l'école, c'est jamais lui qui va être pris d'office dans les équipes de sport. Tout à fait. Tout ça, l'outil Oui. informatique ne change rien. Et tout ça, c'est compliqué. Ben oui, parce que oui, vous avez raison de le souligner, c'est-à-dire que même la cour de récréation qui pourrait être un moment de détente et tout, ben même pour un dyspraxique, c'est pas du tout un moment de détente ou autre. Aller jouer avec ses camarades, peu importe, au ballon, à tout ce que vous voulez, à la marelle ou autre, c'est compliqué. C'est compliqué. Et ils sont souvent mis sur la touche parce que, ben voilà, ils sont plus lents, ils sont maladroits, ils sont pâteaux, etc. Ils font perdre l'équipe et donc, ben, c'est pas lui qu'on va prendre dans l'équipe, quoi, hein, parce qu'on sait qu'il est maladroit, etc. Alors, il y a le quotidien, je dirais, les temps informels de l'école aussi qui sont impactés. Et puis, je rappelle que c'est un trouble 10, que comme tous les troubles 10, eh ben, entre guillemets, c'est à vie, quoi. Je nais avec, je vis avec et je vais mourir avec mon trouble. Et dans ma vie d'adulte, je vais continuer à être impactée. Est-ce que je vais pouvoir passer mon permis de conduire? Est-ce que plein d'activités, est-ce que quand mon patron va me donner le travail à faire pour la semaine et tout, comment il va me le passer, par écrit? Il y a des tas les consignes aussi, comment elles sont abordées le matin pour la semaine quand on me les donne, parce que là aussi, ben, ils sont impactés au niveau moteur, mais ils sont aussi impactés au niveau de la mémorisation, au niveau de la concentration, etc. Tout ça, c'est compliqué. Et effectivement, c'est un trouble avec lequel je vais devoir m'organiser, mais quotidiennement, et pas simplement sur les apprentissages scolaires. Ma vie professionnelle, mon insertion, ma relation aux autres aussi est impactée par ce trouble. Et comment, enfin, pour moi, une autre question, ces personnes-là, je suppose, pour faire leur résilience, eux, mais les parents également, ils sont accompagnés, je suppose, par des thérapeutes, par des psychothérapeutes? Pas forcément. Ou c'est la demande des parents comment ça se passe, cet accompagnement-là? Parce qu'effectivement, vous avez parlé au niveau corporel, enfin voilà, mais je suppose qu'au niveau psychologique, c'est pas évident non plus de vivre cette différence. Non, parce que, comme je disais tout à l'heure, en début, les troubles réactionnels, ils sont là, c'est-à-dire que l'estime de soi, elle va être très vite mise à mal et
et ça va être compliqué pour ces jeunes. La confiance, ils n'ont pas confiance en eux, etc. Ils sont toujours en train de douter de leur capacité. Alors c'est vrai que nous, quand en établissement médico-sociaux, on a des psychologues qui sont là, et c'est un suivi qu'on propose très tôt, parce qu'on voit que l'impact sur la personnalité, il est aussi majeur. Après, pour les jeunes qui ne sont pas suivis par des établissements médico-sociaux comme nous, il y en a très peu qui sont suivis par des psychologues. Hein. Ah oui. Pour les parents, ce n'est pas un réflexe d'aller voir le psychologue parce qu'on a des problèmes praxiques. Donc, on a des enfants qui sont sur le plan émotionnel, la gestion des émotions, l'acceptation de leurs difficultés, sont en grande difficulté. D'accord. On a des adultes. Alors, en plus, c'est un trouble voilà, sur lequel l'éclairage est porté depuis relativement peu de temps. Et donc, on a des adultes qui savent qu'ils sont maladroits, mais qui ne savent pas qu'ils sont que c'est une pathologie. Ils ne sont pas simplement que maladroits. Il y en a qui se découvrent dyspraxiques à l'âge adulte. Ça aussi. Mais ça ne les empêche pas donc d'être indépendants dans leur vie au quotidien. Parfois, ça peut être très compliqué. J'ai en mémoire un jeune qui aujourd'hui est en train de passer son CAPES d'histoire et de géographie, qui est un élève qui a été extrêmement brillant toute sa scolarité, qui a des capacités intellectuelles au-dessus de la moyenne et tout. Il est arrivé à un CAPES d'histoire et géo, sauf que là, il peine à décrocher son CAPES. Ça fait la 3e fois qu'il le présente, parce que dans la réalisation des cartes, par exemple, eh ben, le jury ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à réaliser une carte correcte. Alors que, ben voilà, en face de soi, ils ont quelqu'un qui a une réflexion intellectuelle tout à fait normale, voire même particulièrement élaborée et tout, et il est incapable de poser des villes sur une carte ou d'utiliser des couleurs différentes pour marquer des annotations particulières, quoi. Et ça fait la 3e fois qu'il présente son CAPES. Et le jury n'est pas du tout alerté à ces difficultés-là. Le suivi des adultes, les maisons de l'handicap sur la partie adulte ne connaissent pas ces troubles, elles les découvrent aussi. Mais comme les services adultes qui découvrent tous les troubles 10. Aujourd'hui, les MDPH sur la partie adulte découvrent à peine ces troubles et leurs conséquences. Donc aujourd'hui, tout est à faire chez les adultes, tout est à construire chez les adultes. Donc ce jeune qui est parti et qui tient à rester dans l'enseignement et tout est en réelle difficulté. Et psychologiquement, aujourd'hui, il est particulièrement en difficulté. Est-ce que ça voudrait dire qu'on considère qu'il n'est pas à même lui-même d'enseigner en fait? Oui. Parce que si à un moment sa dyspraxie n'est pas prise en compte dans le passage de son examen, ça laisserait à penser qu'on considère que cette pathologie ne permet pas à la personne de pratiquer l'enseignement. Tout à fait. Alors qu'il existe, des outils possibles. Alors, je ne dis pas que ça effacerait la totalité de ces difficultés, notamment sur les repérages cartographiques et tout, mais il existe des outils qui pourraient être utilisés. Et notamment dans la passation de son examen, et qu'il pourrait utiliser aussi avec des jeunes en classe. Et voilà. Non, aujourd'hui, par méconnaissance de ce trouble, on considère qu'il n'est pas capable. Et donc, c'est la 3e année, cette année, il le représente.
Et j'ai malheureusement peur qu'il aille à nouveau à l'échec. Donc, vous pouvez imaginer l'estime de soi chez ce jeune, quoi. Ouais. Et les deuils qu'il va devoir faire parce que son trouble n'est pas connu, n'est pas reconnu. Très bien. D'autres questions? Je voulais juste reparler de rencontres que nous avions eues avec vous. Déjà la semaine dernière, vous disiez que par rapport au confinement, effectivement, chez les parents, ça mettait en valeur leurs difficultés dans l'accompagnement de leurs propres enfants. Eux-mêmes se retrouvaient face à leurs difficultés, soit connues, soit diagnostiquées rarement, mais connues d'eux-mêmes, qu'ils avaient un peu mis de côté, avec lesquels ils s'étaient accommodés. Et que là, du fait de ce travail à distance, vous aviez vu ça, et que du coup, c'est les psychologues des établissements voilà, qui a été intervenus. Voilà, je voulais juste rappeler ce que nous avions vu dans la rencontre précédente. Et on accompagne des enfants qui présentent des troubles praxiques massifs et les psychologues du service ont dû particulièrement accompagner ces jeunes-là et leurs familles aussi. Ouais. Je pense en effet que l'impact sur l'estime de soi est vraiment énorme dans ce trouble parce qu'il n'est pas connu, donc pas étiqueté, donc il n'y a pas d'excuses entre guillemets, et que l'entourage, mais même si c'est su, il y a un agacement, il renverse tout le temps, et donc même le matin, si on est bien luné en tant que parent, mais on s'énerve, quoi. Et cet agacement, il est tout le temps au quotidien. Et les yeux au ciel de l'enseignant, de l'AVS. Je pense que ça, c'est vraiment le quotidien de ces enfants. Les gens qui les entourent et qui soufflent, et qui disent c'est pas vrai, qui s'énervent, quoi. Et je pense que ça, c'est vraiment difficile pour eux, au-delà de la difficulté praxique, quoi. C'est de ce qui renvoie à l'autre tout le temps. L'impact psychologique de ce trouble particulièrement, des troubles des apprentissages aussi, c'est justement l'impact qu'ils ont sur la construction de la personnalité et sur l'estime de soi. Voilà. Et je vous parlais de ce jeune qui passe le CAPES. À côté de ça, c'est un jeune qui a des compétences dans d'autres domaines très intéressantes. C'est un jeune qui n'est pas empêché, par exemple, pour jouer aux échecs et qui est en plus d'un très bon niveau. Donc, lui aussi, il est dans cette difficulté où il comprend pas pourquoi sa scolarité, entre guillemets, s'est relativement bien passée. Il a connu des périodes difficiles et tout, mais il a été accompagné. Il a eu des outils possibles d'accompagnement et à l'âge adulte, ces outils ne sont pas reconnus. Et donc, il est catalogué comme quelqu'un d'atypique. Et il n'aura pas, je pense on ne va pas lui donner son CAPES une troisième fois. Donc, vous imaginez dans quel état il est psychologiquement. Il est démonté. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Avant que l'on clôture, et je laisserai bien sûr le mot de clôture à Isabelle, je voulais juste vous rappeler que demain matin à 10 h, il y a le groupe thématique pour les adultes DA, parce qu'on l'avait d'abord prévu à 15 h, mais il sera bien à 10 h demain matin. Vous rappelez que mercredi 22 à 10h30, on a abordé les notions clés de la santé sexuelle à travers la découverte et la critique d'un outil qui sera présenté conjointement avec François Crochon, qui est sexologue clinicien et directeur du CRS,
et Régine Gano, qui est infirmière, orthoptiste et qui a plein d'autres qualités, que mercredi après-midi, on aura donc les enfants d'EV à 14 h avec Jérôme Cunin. On poursuit également le jeudi 23 avec le groupe adulte d'EV à 9h30 avec Jérôme Cunin et que l'après-midi à 14 h, il y aura toujours le groupe thématique des enfants déficients auditifs. Pour vendredi, il n'y aura pas de groupe thématique puisque celui justement qui est prévu pour les 10 et qui est animé par Isabelle a été remis au lundi 27 à 10 h. Voilà, c'était les petits rappels que je souhaitais vous faire pour la semaine à venir. Vous remercie à tous de votre présence, de la qualité de ces échanges et je laisse le mot de la fin à Isabelle. Eh ben moi, je vous remercie aussi sur les échanges qu'on avait eus. C'était un premier jet sur la dyspraxie. Je pense que si ça vous intéresse, après, vous pouvez revenir vers Daniel pour avoir des contenus sous d'autres formes, etc., plus fouillés. Je pense, il y a des thèmes qu'on n'a pas abordés parce que, bon, ben voilà, le temps faisant, on ne peut pas être sur tous les fronts, mais je pense qu'on a abordé des points relativement essentiels, des questionnements du quotidien qui nous interrogent. Voilà. Alors, je vous invite à vous rapprocher de Daniel si vous voulez creuser cette question sur la dyspraxie qui est importante puisque pas mal de nos jeunes ont comme trouble associé des troubles praxiques majeurs. Et moi, je vous remercie donc. Je vous remercie d'avoir participé à ce groupe. Bien, Daniel. merci beaucoup. Merci. Merci. Passez une bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir. Isabelle. Oui. On reste ensemble. Merci Emmanuel. Merci. Cette fois, j'arrête.